bonsoir à tous. Désolé pour ce retard. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Alors, ce soir, nous allons parler du cancer colorectal. Et comme vous l'avez bien constaté, le mois de mars, dénommé Mars bleu, est consacré au dépistage, à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. Et vous avez suivi certainement les vidéos qui sont passées sur la page. Et ce soir, nous allons discuter de cette question avec les experts que je vais de ce pas inviter sur ce live. Et alors, il y a Dr Salif et Dr que le cancer colorectal est très fréquent chez les sujets jeunes en Afrique comparativement au monde occidental, et la prise en charge thérapeutique est un challenge. Donc, nous allons en parler avec nos invités, Dr Salif Baldé. Oui, Dr Salif. Ben, je vais bien, merci. Alors, on te voit pas. Je ne sais pas si c'est de mon côté, mais on te voit pas, on t'entend, mais on te voit pas. Oui, allô? Docteur Marie-Victoire Sen, bonsoir. Oubi Adama, bonsoir. Est-ce que vous voyez Dr Salif Baldé, Stacy? Est-ce que vous voyez Dr Baldé? Est-ce que vous nous entendez? Dites-nous. Claude, bonsoir. Alors, Dr Baldé, on a du mal à s'entendre. Dr Baldé, tu es avec nous? Oui, là, je t'entends, je t'entends. Moi, je te vois pas. Moi, je te vois pas. Et apparemment, oui, nous ne voyons pas le docteur Baldé. Et c'est peut-être, je vais te renvoyer l'invitation et puis on va voir. Je te renvoie l'invitation. Mouni, bonsoir. Elmo, bonsoir. Alors, ce sont les aléas du direct. Professeur Ousmane. Docteur Baldé, euh, tu t'es pas déconnecté, hein? Essaie de quitter le live et puis je vais te renvoyer une invitation, on va voir. Oui, on a du mal à avoir ce terme aussi. Alors, j'ai renvoyé l'invitation, docteur Baldé. Ok, là c'est bon. Juste tourner la caméra et puis on est bon.
Voilà, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Alors, on va voir professeur Ousmane. Attends qu'il nous rejoigne. Docteur Sokna, bonsoir. Elle est de l'autre côté. Ça, Alors, c'est la grande Sokhna. Sokna est là. Alors, Elle venait dire bonne nuit, en fait. on a du mal à voir Ousmane. Alors, je vais voir. Je vais essayer de l'appeler pour voir. Oui, essaie de l'appeler. Voilà, on est bon. Je suis là, ouais. Bonsoir. Bon. Ah oui, bonsoir, docteur Ismaël. Oui, professeur Ousmane. Ça va? Bonsoir, prof. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdulillah, bien, merci. Ok, très bien. Vous allez vous présenter et puis on va entrer dans le vif du sujet. Bon, je laisse à Ousmane se présenter d'abord. Celui le patron. Merci grand pour l'honneur. Merci pour l'honneur. Je remercie docteur Ismaël de nous avoir conviés dans ce live qu'on partage avec un ami, un collègue, un grand frère aussi, docteur Baldé, un éminent chimothérapeute qui prend bien en charge nos malades et un excellent collaborateur avec qui nous partageons la prise en charge des malades à l'hôpital d'Al Diam. Aussi, merci docteur Ismaël de participer à ces échanges. Bon, moi, c'est Ousmane Thiam, je suis chirurgien à l'hôpital d'Al Diam, au service de chirurgie générale. Je suis chirurgien viscéral, on soigne toutes les pathologies liées aux viscères abdominaux, ça veut dire que l'estomac, le côlon, le rectum, le foie, le pancréas, les hémorroïdes et tout. Mais également, bon, tout ce qui est pathologie pariétale, tout ce qui touche à la paroi abdominale, ça veut dire que les muscles abdominaux et autres. Et bon, je suis un peu aussi spécialisé en cancérologie digestive, que je partage avec mon collègue docteur Baldé. En plus de ça aussi, je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au grade de professeur assimilé, qui est la nouvelle nomination actuelle. Mais sur le plan sous-africain, sur le plan africain, c'est plus connu sous le nom de professeur agrégé ou bien maître de conférence agrégé. Merci, docteur. Merci, professeur Ousmane Thiam. Docteur Baldé. Oui. Mais merci beaucoup. Merci, professeur Ousmane Thiam, et de toutes ces considérations. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis longtemps. Très facile à collaborer. On se connaît depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà, c'est vraiment amical. Donc, je m'appelle Baldé, je l'appelle Ousmane, de façon très amicale, très... Voilà. Hassani aussi, c'est un bon ami. On se connaît depuis
Je pense que je l'ai connu depuis qu'il était au DES, et puis maintenant, ça fait très longtemps, on a partagé des services. Voilà. Il y a plein de choses qui nous lient, quoi. Donc, moi, je suis docteur Salif Baldé, je suis oncologue médical à Dalal Jamm. Et voilà, comme dit Ousmane, on est dans toute la cancérologie et de façon globale. Initialement, on nous appelait des chimiothérapeutes, mais les choses ont évolué, on est des oncologues médicaux. La différence, c'est que en dehors de la chimiothérapie, il y a plein d'autres choses qu'on fait. C'est la thérapie ciblée, c'est l'immunothérapie, c'est l'hormono, mais plutôt la recherche clinique. Même si on n'a pas encore un vrai plateau pour s'épanouir dans ce domaine, mais je pense que ça va pas tarder. Et puis dans une partie de ce qu'on va discuter, on parlera un peu de ça. Voilà, je suis praticien hospitalier, mais quand même, on aide des universitaires à former les étudiants, les DS, à participer aux cours, tant mal qu'on peut. Voilà. Merci, et puis je pense que je remets la parole au docteur Assani. Merci. Mes très chers, c'est un plaisir de vous recevoir, c'est un plaisir d'échanger avec vous. On parle beaucoup en offre par rapport à la prise en charge de certains patients et nous avons partagé un peu nos connaissances avec ceux qui nous suivent. Et ma première question s'adresse à Dr Baldé. Alors, quel est le nombre moyen de nouveaux cas colorectal que vous observez dans votre structure, disons par mois à peu près? Alors, disons que le cancer colorectal occupe le 4e, 5e rang de cancer dans notre pays. Et globalement, les chiffres que j'ai regardés hier avant-hier dans ma consultation, j'ai pas extrapolé avec le collègue Sarr avec qui je partage l'oncologie à Dalal Jamm, tourne autour de par mois autour de 4-5 nouveaux cas que je reçois de cancer colorectal. Et la tranche d'âge à peu près? Alors la tranche d'âge, c'est si on prend la tranche d'âge, ça va varier entre peut-être 25 ans. C'est vrai que j'ai 2 ou 3 jeunes qui sont autour de. Parce que déjà, il y a quelqu'un qui a 18 ans, quelqu'un qui m'a beaucoup frappé, que j'ai reçu, pas cette année, mais l'année dernière, il était en classe de terminale, il avait 18 ans. Il avait des polypes qu'on avait réséqués. Après, ça s'est trouvé que c'était des adénocarcinomes. Actuellement, heureusement, la même année, il a fait son bac, il a réussi brillamment avec la mention assez bien. Et là, je continue à soulever. Après, l'âge moyen va tourner autour de la quarantaine, 40-45 ans. Et les extrêmes, je pense, ce que j'ai vu hier, j'étais à 76 ans. D'accord. Professeur Ousmane, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge du cancer colorectal? Merci, docteur Ismaël. Nous, sur le plan pratique, on différencie les deux cancers du côlon, qui comprend le côlon, mais également le gros intestin, mais également le rectum. À part. Pour le rectum, bon, il y a 3 parties. Il y a les deux premières. La première partie qui est la plus haute, qui va de 10 cm de la marge anale jusqu'en haut. Et il est considéré dans le côlon et que répond aux mêmes stratégies thérapeutiques que le rectum. Mais actuellement, pour le côlon, c'est peut-être tout ce qu'on a comme difficulté, c'est les retards diagnostiques, des malades qui consultent assez tardivement. Et ça, c'est partagé pour le côlon et le rectum. C'est des pathologies que les gens confondent avec les hémorroïdes dans la population générale, parce que dans la plupart des symptômes, c'est des saignements qui sont extériorisés par l'anus et que le grand public confond avec des hémorroïdes, et de ce fait, ils suivent les praticiens qui retardent le diagnostic, ce qui fait que parfois, dans certaines situations, le diagnostic est fait en stade évolué où le malade arrive à des complications. Et quand les complications arrivent, les difficultés seront multipliées par 20 ou même la chance de guérison est vraiment plus réduite.
Et pour le rectum également, c'est pareil, hein, c'est les retards diagnostiques. Et l'autre problème qu'on rencontre également, à part le retard diagnostique, dans la prise en charge, c'est plus que le rectum, c'est la disponibilité de la radiothérapie. Et la radiothérapie pour les 2 tiers inférieurs du rectum, le bas rectum qui va de 0 à 5 cm de la marge anale, le moyen rectum qui va de 5 à 10 cm de la marge anale. Et pour ces 2 localisations, le traitement nécessite souvent la radiothérapie et on connaît actuellement toutes les difficultés qui sont liées à la disponibilité de la radiothérapie du fait de la panne des appareils ou bien de l'arrêt temporaire des traitements et des prises de rendez-vous des appareils qui sont à l'hôpital d'Al-Djam, ce qui fait que tous les malades se tournent vers Touba et qu'ils sont saturés. Même Dal-Djam était saturé parce qu'avec des rendez-vous de 3-6 mois, hein, Touba aussi est actuellement saturé. Donc, ce qui fait que les stratégies thérapeutiques sont modifiées, ce qui fait que la prise en charge maintenant est plus tournée à la chirurgie première, aidée par la chimiothérapie. Et la radiothérapie, souvent, c'est pour des cas très difficiles, parce que l'accès est cher pour les patients. Parce que, à part ces 2 accélérateurs, il y a le Centre international de lutte contre le cancer, qui est une structure privée qui n'est pas très accessible pour tous les malades. En gros, c'est ça, les retards de consultation posent problème, mais également la disponibilité de certaines thérapeutiques, notamment la radiothérapie. Merci. Et docteur Salih, alors, quel est le coût moyen de la chimiothérapie? Le coût moyen de la chimiothérapie au Sénégal? Merci, docteur Hassani. Alors, initialement, initialement, c'était beaucoup plus compliqué. Ce qui a fait le cancer avait un mauvais procès. On pensait que c'était une maladie fatale. Mais depuis le 1er octobre 2019, l'État du Sénégal a fait de gros efforts en rendant gratuit la presque totalité des produits de cancérologie. Mais si on se focalise au niveau du colorectal, qui est le prétexte d'aujourd'hui, malheureusement, il y a un des produits qui est un produit phare dans la prise en charge de ces cancers qu'on appelle l'oxaliplatine, qui est un des 2 produits qui ne sont pas gratuits en dehors de l'oxali et la zemcitabine. Donc l'oxaliplatine, c'est pas gratuit. Mais après, le coût n'est pas aussi énorme. Après, on dira que le Sénégalais lambda, c'est un Sénégalais qui n'est pas nanti. Le flacon est de 7000 francs. Souvent, en fonction de la surface corporelle qu'on calcule, le malade aura besoin de entre 3 et 5 flacons. C'est-à-dire que si c'est des sujets assez petits avec une surface corporelle de 1,5, ça va souvent, ils ont besoin de 3 flacons. Donc, c'est 7000 francs x 3. 7000 francs 3, ça fait 21 000. Après, le malade va acheter les flacons, les flacons avec lesquels ça va passer. Donc, ça va tourner autour de 5 000, 6 000. Donc, 21 000 plus 6 000 francs, donc 27 000. C'est la première, si c'est à Dal-Djam, c'est la première cure seulement que le malade paye 25 000 francs pour démarrer la chimio. Mais les autres cures de chimio, il ne paiera pas les 25 000. Il va juste payer ces produits-là autour. En tout cas, pour ce protocole, il ne va pas dépasser 30 000. Mais à côté, ce n'est pas l'objet du sujet. Tout peut être gratuit en dehors des 5 000, 6 000 francs que j'ai dit, c'est-à-dire les flacons de salé ou de glucosé, le perfuseur et les catheters. Mais dans le colon, l'oxaliplatine, malheureusement, c'est un des 2 produits qui est commercialisé, qui coûte 7 000 francs. Donc, c'est 7 000 x 3 ou 7 000 x 5. En moyenne, c'est 7 000 x 4 parce que souvent, les malades ont besoin de 200 mg, c'est 4 flacons. Donc, globalement, c'est pas quelque chose qui est cher, c'est quelque chose qui est prenable, à mon avis. Et puis, le malade aura besoin de entre 4 cures à entre 4 et 8 cures. Donc, c'est 30 000 francs pour fois 4 ou fois 8 en fonction de la stratégie. Je pense que la question était à quel moment on a recours à la radiothérapie. Je pense qu'Ousmane a brièvement parlé de la radiothérapie, mais à quel moment exactement, quel cadre on utilise la radiothérapie dans la Alors, prise en charge? comme
a dit, il faut diviser en deux parties. Le bas et le moyen rectum, c'est un traitement à part, différemment du haut rectum et du restant du côlon. À partir du haut rectum et le restant du côlon, c'est-à-dire le côlon gauche, l'angle polype gauche, jusqu'au côlon droit, jusqu'au sécum, ils ont la même façon de prise en charge sur le plan médical. Après, c'est la chirurgie qui va changer un peu. Hémicrectomie droit, hémicrectomie gauche. Bon, là, le professeur Thiam va expliquer. Maintenant, pour ceux qui sont pour le haut rectum et le côlon, souvent il n'y a pas l'indication d'une radiothérapie en situation localisée. Sauf les malades métastatiques qui font des compressions, ça c'est autre chose, ça ne fait pas partie, ça c'est un traitement palliatif. Mais dans le cadre curatif, là, il n'y a pas la place de la radiothérapie. Maintenant, le moyen rectum et le bas rectum, la radiothérapie, plus précisément la RCC, la radiochimiothérapie concomitante, c'est-à-dire l'association d'une petite chimiothérapie qui va potentialiser l'effet de la radiothérapie, c'est le traitement de base associé à la chirurgie. C'est d'abord ce traitement, c'est la RCC, c'est la radiochimiothérapie concomitante. Puis le malade va faire la chirurgie. Maintenant, en fonction du résultat de l'anapath, on décidera de faire une chimiothérapie ou non. Alors, les choses ne vont pas souvent comme on le veut. Comme Ousmane a dit tout à l'heure, avec le problème de disponibilité de la radiothérapie dans nos pays sous-développés, on a initié au début ce qu'on dit une chimiothérapie. Elle existait, la chimiothérapie néoadjuvante. Mais ici, même si les malades ne sont pas vraiment éligibles à la chimiothérapie néoadjuvante, on faisait de la chimiothérapie, on avait peur. Jusqu'à récemment, il y a 2 ans de cela, maintenant, c'est même codifié de faire ce qu'on faisait, qu'on avait pas trop cru en nous en écrivant des articles et ainsi de suite. Maintenant, c'est des choses même codifiées, hein, ou même parfois, on peut même se passer de la radiothérapie. Ça, c'est une grosse étude de Valsois qui est apparue il y a 2 ans à l'ASCO 2023. Donc, pour le moyen et le bas rectum, la radiothérapie est primordiale. On a parlé de radiothérapie, à ton recours à la chirurgie dans la prise en charge. Merci, Dr. Ismaël. La chirurgie occupe une place très importante dans les recommandations, sauf que pour le côlon, comme on a dit tout de suite, le côlon et le haut rectum, la chirurgie est le premier moyen thérapeutique. Quand la lésion elle est résécable d'emblée, qui sera appréciée sur la base d'un scanner abdominal, et ce scanner va apprécier la résécabilité locale, c'est-à-dire les rapports entre le cancer et les organes de voisinage. Si le cancer n'envahit pas les organes de voisinage qui sont très nobles, on peut extirper le cancer. Et là, la chirurgie est le premier moyen thérapeutique. Dans certaines situations où le cancer entretient des rapports très étroits avec les organes avoisinants, ça, on est dans le cadre des cancers localisés au côlon et au rectum. Dans ces cas, on peut procéder de la chimiothérapie néoadjuvante. Faire un geste le plus simple possible pour dériver les selles, une colostomie, et on procède à la chimiothérapie néoadjuvante qui sera évaluée après sur la base d'un scanner pour apprécier encore la résécabilité en fonction de la réponse. Ça, c'est les cas où la tumeur n'est pas résécable d'emblée. Maintenant, concernant le rectum, le moyen et le bas rectum, toujours, le moyen et le bas rectum, de 0 à 10 cm de la marge anale, qui regroupe les moyens et bas rectum. Comme l'a dit Dr. Bell tout de suite, le premier traitement, c'est la radiochimiothérapie, de préférence, quand c'est disponible. Et la chirurgie sera réalisée après, en fonction de, parfois dans certains pays développés, en fonction de la réponse, parce qu'il y a certains pays développés qui procèdent actuellement à la conservation d'organes. Ça, quand même, c'est des notions qui existent, mais avec l'état d'avancement de nos pathologies actuelles, donc, on ne peut que sélectionner certains malades pour proposer cette conservation d'organes. Donc, c'est la radiochimiothérapie suivie de chirurgie. Si la radiothérapie n'est pas disponible, on fait une chimio suivie d'une chirurgie. Parfois, certains malades qui ont une tumeur assez localisée, on peut leur proposer une chirurgie d'emblée. Et toutes ces décisions dont on vient de parler seront discutées
avec nos collègues comme Dr Baldé. Comme tous les jeudis, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire. Ce n'est pas le chirurgien ou bien le chimiothérapeute ou bien le radiothérapeute qui est dans son coin pour prendre une décision. Donc, il y a beaucoup de collègues, des radiothérapeutes, chimiothérapeutes, des chirurgiens, des anatomopathologistes, des radiologues. On va discuter pour déjà asseoir... Et les gastro. Oui, et les gastro, oui, et les gastro, oui. Quand même, nous avons beaucoup de malades. Donc, on va s'asseoir, discuter et proposer déjà un diagnostic qui est clair, un stade de la maladie, et proposer un traitement le plus adapté possible. Et ceci a vraiment amélioré la prise en charge parce que les niveaux de compétences ne sont pas les mêmes, les ressources ne sont pas les mêmes. Si je suis à Kédougou alors que je n'ai pas de réanimation, alors que je voudrais lui proposer une chirurgie ou bien je n'ai pas de chimiothérapie, lors de la RCP, vous pouvez envoyer le malade sur Dakar qui sera pris en charge par le chimiothérapeute, secondairement par le radiothérapeute ou bien le chirurgien, et on offre aux patients le maximum de chances de guérison. Et que normalement, je pense, avec l'évolution des mentalités et l'évolution des textes régaliens, on va évoluer vers l'obligation de la RCP dans la prise en charge des cancers. Merci. Très important. La RCP, elle est très importante pour un traitement personnalisé. Et tiens, quels sont les résultats de la chirurgie? Oui. Merci, docteur Ismaël. Les résultats de la chirurgie, moi aussi, on a fait une présentation au service où on a apprécié la survie à 1 an, où on a apprécié la survie à 1 an et à 3 ans. À 1 an et à 5 ans des cancers colorectaux opérés au Sénégal, c'était une revue systématique. Une revue systématique où vraiment on a noté au Sénégal, et cette revue a concerné à la fin 7 études qui ont été incluses dans une méta-analyse. Et ce qui a été trouvé, c'est que, et qui a regroupé en moyenne 337 patients, des personnes âgées de 51 ans en moyenne, de 2009 à 2019, disons sur 10 ans. Et il a été retrouvé que la suivi à 5 ans va jusqu'à 40% en moyenne. C'est-à-dire que 40% des malades qui sont opérés peuvent vivre jusqu'à 5 ans. Maintenant, les études sont vraiment disparates. Parfois, tu as des malades qui sont de différents stades. Mais quand le malade est traité au bon stade, au stade 1, parfois il n'a même pas besoin de tous ces moyens thérapeutiques, la chimiothérapie, la chirurgie et trucs. Parfois la chirurgie seule, ça suffit, en fonction de la pièce opératoire. Ce qui fait que, mais c'est un cancer qui a un très bon pronostic et c'est le seul cancer où la guérison peut être toujours espérée. On peut être dans une procédure thérapeutique de guérison, de survie sans maladie, même en cas de métastase. En cas de métastase, même si le cancer a envoyé des cellules filles au niveau du foie, du poumon, on peut avoir des stratégies qui peuvent permettre d'avoir une guérison. Donc, nous suggérons aux Africains, sous-Africains, aux patients de consulter tôt, ce qui va leur permettre d'avoir une chance de guérison qui peut atteindre même 100%. Ouais. Et j'allais demander, existe-t-il des facteurs de bon pronostic, des facteurs qui améliorent le pronostic du cancer colorectal? Quels sont ces facteurs-là, si oui? Oui, les facteurs de bon pronostic, ça s'apprécie souvent après la chirurgie. Déjà, un malade qui n'est pas au stade de complication, c'est un facteur de bon pronostic. Qui a une tumeur localisée, plus le stade est bas, stade 1, 2, plus la guérison, elle est espérée. Mais après avoir même proposé un traitement, une chirurgie qui est souvent suivie d'une radiothérapie, précédée d'une radiothérapie, une chimiothérapie, après la chirurgie, on va apprécier, il y a des critères pronostiques
qu'on apprécie sur la pièce opératoire pour voir est-ce que ce malade-là, on peut s'arrêter à ce traitement chirurgical déjà pratiqué, ou bien on peut, pour augmenter les chances de guérison, on peut lui proposer d'autres moyens thérapeutiques comme la chimiothérapie ou bien la radiothérapie post-opératoire. Et ces facteurs sont essentiellement représentés par le degré de différenciation, parce que mieux que la tumeur est différenciée, mieux que les chances de guérison, mieux que le pronostic est meilleur. Hein? Deuxièmement, l'existence, l'efficacité du curage ganglionnaire. Ça veut dire que quand le cancer évolue, les cellules cancéreuses vont d'abord se propager à travers les relais ganglionnaires. Maintenant, quand on opère, on enlève ces ganglions. Le nombre de ganglions enlevés, aussi c'est un facteur pronostic. Si on a enlevé plus de 12 ganglions, là, on est réconforté. On pense que vraiment, on a plus de chances d'avoir une guérison. Ça, c'est pour le côlon et le haut rectum. Maintenant, quand même le rectum, à l'absence de tout traitement néo-adjuvant, après avoir fait un traitement néo-adjuvant, par exemple, sur le moyen et le bas rectum, notamment la radiothérapie et la radiochimiothérapie, le nombre de 12 peut être revu un peu à la baisse, on peut aller jusqu'à 8 ganglions, en pensant qu'on a fait une bonne chirurgie. Mais également, est-ce que la tumeur a été enlevée complètement? Ça veut dire que les marges proximales et distales, est-ce qu'on est loin du cancer de 5 cm au moins? Et ça, c'est considéré pour le côlon et le haut rectum. Maintenant, pour le moyen et le bas rectum, on peut descendre jusqu'à une marge distale de 2 cm, peut-être suffisante. Est-ce qu'on a enlevé le nombre de ganglions envahis également? Comparé au nombre de ganglions qui sont enlevés. Le nombre de ganglions malades qui ont le cancer et le nombre de ganglions qui n'ont pas total. Ce rapport aussi est très important. L'existence également de cellules tumorales d'emboles au niveau des vaisseaux, des petits vaisseaux qui sont à côté de la tumeur. Si on a des cellules tumorales dans ces petits vaisseaux, aussi, c'est un critère de mauvais pronostic, mais également si la tumeur engaine les nerfs, les petits nerfs qui sont dans le méso. Ça aussi, c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc, c'est tous ces facteurs qui sont évalués. Et quand on en a deux, au moins, pour ne pas prendre le risque que le cancer revienne, souvent, on leur propose de compléter par une chimiothérapie adjuvante. Donc, on renvoie le malade chez le Dr Baldé pour poursuite de la prise en charge. Et à la suite de ça, le malade va être suivi et surveillé pour guetter que le cancer ne revienne. Merci. Alors, Dr Baldé, merci pour Oui. ce que Dr Baldé, tu nous parlais tout à l'heure de l'immunothérapie. Alors, que peux-tu nous dire sur les innovations thérapeutiques dans la prise en charge du cancer colorectal? Alors, une partie, je ne sais pas, ça va être de l'innovation ou c'est de la continuité de ce qui se passe ailleurs. Est-ce que c'est une innovation locale? Aujourd'hui, on ne peut pas parler du traitement du cancer colorectal sans qu'on puisse disponibiliser ce qu'on dit les mutations KRAS, les MSI ou MSS et les mutations BRAF. Peut-être que dans un proche avenir, il y aura l'anti-HR2 qui est déjà pensé, qui est présente au niveau du ciblage colorectal et des sous-applications thérapeutiques. Peut-être que les études, peut-être que cette ASCO qui va venir dans un mois ou l'ESMO dans 5-6 mois, il y aura une application thérapeutique. Donc, à ce niveau, forcément, ailleurs, oui, c'est codifié. Nous, à notre niveau, il y a que peut-être que moins de 5% des malades qui ont ces mutations, alors que ces mutations, aujourd'hui, elles sont primordiales dans la prise en charge de ces pathologies. Maintenant, si on avance plus loin, on sait qu'en Afrique, comme disait tout à l'heure Ousmane, de la même façon aussi au Sénégal, la majorité des malades viennent au stade 3, 4, donc c'est des maladies avancées.
ces maladies avancées, il y a l'immunothérapie qui a, oui, effectivement, sa grande place dans la prise en charge de ces cancers. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de situation métastatique dans le colorectal sans parler de l'immunothérapie. Donc, forcément, il faut que on arrive à ce niveau. Il faut que les décideurs nous aident à mettre ça en place. Je vous donne même pas dans cette situation. Si on prend par exemple, si tu te rappelles de l'étude Nice, NICHE, il y a Nice 1, Nice 2, où dans le cancer colorectal, il suffit juste d'une cure de pembrolizumab pour avoir une disparition complète de la lésion. Après, le chirurgien il opère tranquillement. Donc, ne serait-ce que ça, le malade ne va pas rester à faire 3 cures, 4 cures de chimiothérapie avec tous ces effets secondaires. Souvent, j'ai parlé là d'un jeune de 18 ans ou bien des personnes de la quarantaine qui sont encore productifs, chez qui on aura une aménorrhée chimio-induite. Lié à la chimio, le malade ne va pas vivre tout ce circuit, il suffit juste d'une cure pour faire disparaître la tumeur. Et de façon, aujourd'hui, on est même en train de discuter, est-ce que ces malades nécessiteront une chirurgie ou pas? Tout ça, ce sont des questions d'avenir qui sont là. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'innovation, c'est de faire tout pour disponibiliser, rendre, je dis, si ça peut être gratuit, oui, mais d'abord que ça soit d'abord disponible dans nos instituts pour que ça soit accessible. Après, si on peut les rendre gratuits, en plus de rendre gratuit le traitement, je pense que ça va être des avancées considérables. Je vous donne juste un exemple. Les premières années où les tumeurs n'étaient pas encore traitées, c'était environ 1 mois de survie. Depuis qu'on a commencé à traiter, aujourd'hui, la maladie métastatique, avec tout cet arsenal thérapeutique, on peut aller de 1 an jusqu'à 8 ans avec ces traitements, ces malades métastatiques. Je ne parle pas de malades localisés, c'est qui il faut les guérir comme une autre personne qui n'a jamais eu de cancer colorectal. Je rappelle à ceux qui nous suivent que l'immunothérapie, c'est thérapeutique qui permet de stimuler la défense immunitaire pour combattre le cancer. Et il s'agit d'administrer certaines substances qui ne sont pas encore disponibles dans nos pays, je veux dire en Afrique subsaharienne pour la plupart. Et c'est le challenge, c'est aussi ça qui nous permettra d'améliorer la prise en charge des patients. Et s'il y a des questions, nous allons prendre quelques questions avant de fermer la session. Alors, ceux qui nous suivent, si vous avez des questions à professeur Ousmane ou à Dr Baldé ou sur le cancer colorectal, vous pouvez poser vos questions et on vous donnera des réponses avant de fermer la session. En attendant, je vais laisser professeur Thiam pour son mot de fin. Mot de fin et recommandations à l'endroit de la population pour sensibiliser un peu plus sur le cancer colorectal. Bon, merci encore Dr Ismaël de nous avoir offert cette opportunité d'échange entre un gastro, un chimiothérapeute et un chirurgien. C'était une échange très, très fructueuse qui nous a permis de... Maintenant, parlant de la population cible, la grande population, nos conseils, c'est de consulter très tôt, ne pas minimiser un saignement extérieur par l'anus. C'est une alerte parce que l'organisme, une douleur, un saignement, c'est une alerte. C'est une alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller consulter. Maintenant, pour consulter, il faut aller voir des spécialistes. Il y en a beaucoup dans tous les pays. Rien que le fait de faire une coloscopie que le gastro va faire va permettre d'avoir un diagnostic et d'avoir une prise en charge plus précoce. Donc, consulter très tôt devant tout saignement extériorisé par l'anus. Ce qui va permettre d'avoir un diagnostic précoce et même si on découvre un cancer, la guérison est peut-être obtenue à plus de 90%. Merci beaucoup. Dr Baldé. Merci encore, comme a dit Ousmane. C'est une belle opportunité de parler de quelque chose moi, qui me passionne beaucoup, le colorectal.
quand j'ai commencé mon SP, il y avait beaucoup d'innovations dans cette spécialité, dans cette partie de la cancéro qui m'a beaucoup marqué depuis lors. Alors, comme il a dit, hein, par rapport à la population générale, c'est surtout le dépistage. Il n'y a pas de dépistage encore de masse qui est codifié dans nos contrées. Même ailleurs, c'est un peu difficile. C'est plutôt le dépistage individuel. En dehors des saignements qu'il a dit, il y a l'alternance diarrhée-constipation. Il faut pas le négliger. Dès que vous avez ces alternances, en plus des saignements ou l'un ou l'autre des signes, il faut voir un spécialiste. Aujourd'hui, il y a pas mal de gastro dans nos pays, donc ce n'est plus difficile. Deuxièmement, il faut pas avoir peur. Il y a que dans le colorectal où la maladie métastatique peut être guérie. Le fait qu'il ait des métas ne veut pas dire que le malade ne peut pas être guéri. Donc, ça va dépendre des métas et de la thérapeutique qui est disponible dans le contrée. Troisièmement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, disponibiliser tout ce qui est mutation, tout ça, caras. Mais il y a un autre point, moi, c'est surtout la formation. Il faut que nos autorités puissent mettre en place, d'abord, rendre vraiment accessible la radiothérapie pour le bas et le moyen rectum. C'est très embêtant. La qualité de vie est souvent pas terrible pour les malades qui ont cette partie de l'organisme parce que la chirurgie est souvent difficile. Si la radiothérapie n'est pas accessible, après c'est difficile. Donc si ça peut se disponibiliser, parce que je connais pas qui est sur le panel ou pas, peut-être qu'il y a Jomai qui nous écoute ou le PM. Donc voilà. Troisièmement, il faut de la formation, surtout en oncologie médicale. Alors, comme on a dit tout à l'heure, les malades qui devaient passer en radiothérapie, s'ils font pas la radiothérapie, ils vont tous progresser. Après nous revenir, les oncomètres, on nous compte sur les bouts des doigts. Donc, il faut tout faire pour disponibiliser cette formation et ou bien donner les jeunes des bourses qu'ils aillent se former. Donc, moi, c'est tout ça. C'est tout ça qui m'embête le plus souvent. C'est mon seul rêve. Et je vais pas trop monopoliser la parole, c'est de remercier mon co-débatteur Ousmane, avec qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Hassani, voilà, il sait ce que je pense de lui, mais aussi ceux qui nous ont écoutés, qui ont laissé leurs activités, le mois de Ramadan, le mois de Carême, et pour nous écouter parler de quelque chose qui est d'actualité et qui nous passionne. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup, Dr. Salif Baldé. Merci, professeur Thiam. Si on doit retenir quelque chose, le traitement à un stade précoce offre les meilleures chances de guérison. D'où l'intérêt d'un dépistage. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Professeur Thiam, Dr. Salif Baldé, c'est un plaisir de partager ces connaissances avec vous, de discuter avec vous. On a l'habitude de parler de malades hors antenne. C'est ça. Je vous admire énormément. Vous savez, Baldé, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et voilà, on a l'habitude de discuter. Et j'apprécie votre geste, j'apprécie votre spontanéité. Quand je vous ai appelé, je pense que c'était assez spontané pour ce live. Et je vous remercie. Je vous réitère toute ma gratitude et profond respect. Donc, à tous ceux qui nous ont suivis, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien et bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée. À bientôt.